Bonjour à toutes et à tous. Je suis docteur Philippe Serraillier, médecin généraliste à la maison de santé pluriprofessionnelle Le Prisme à Romoulins et également président de la CPTS Regard. Je suis avec vous aujourd'hui pour vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, qui est la lutte contre l'antibiorésistance. Tout d'abord, ce sujet m'a interpellé dès le début de mon activité de médecin généraliste. Sa prévalence impacte notre façon d'exercer et notre mode de communication avec nos patients. Depuis 2022, je coordonne avec mon binôme infectiologue, le docteur Éric Bonnet, le CRATB Occitanie, Centre régional en antibiothérapie Occitanie. Après avoir posé le contexte, je vous propose d'aborder quelques notions de physiopathologie pour préciser les mécanismes d'antibiorésistance. Ensuite, nous parlerons de la prévention des infections, pilier majeur de la lutte contre l'antibiorésistance. Comme nous l'avons constaté durant la période Covid, moins de transmission veut dire moins d'infections, veut dire moins de prescriptions d'antibiotiques. Et enfin, nous citerons les leviers disponibles pour favoriser collectivement et individuellement un meilleur usage des antibiotiques. La France est le 4e pays d'Europe consommant le plus d'antibiotiques. Plus de la moitié de ces antibiothérapies sont prescrites de façon inappropriée, voire inutile. Bien que très utiles, ce n'est pas quelques campagnes qui suffiront à changer le cours des choses. Ce constat est lourd. Parmi les différentes causes identifiées, en comparaison avec les autres pays développés, on peut déplorer le manque de soutien à la santé publique et aux soins de premier recours dans un système de santé hospitalo-centré, dans la deuxième moitié du XXe siècle. La prise de conscience des pouvoirs publics, facilitant la restructuration de ces soins de premier recours depuis une quinzaine d'années, à travers les maisons de santé pluriprofessionnelles et les communautés professionnelles territoriales de santé, permet aux plus optimistes et plus combatifs, dont je fais partie, d'envisager une amélioration. Une formation adaptée partageant les difficultés rencontrées au quotidien, les échanges interprofessionnels en exercice coordonné sont pour moi la clé de la réussite. Ces dernières décennies, l'État, avec les acteurs de la sécurité routière, a déployé des moyens colossaux pour faire baisser le nombre de morts par accident sur la route. De 17 000 morts par an dans les années 70, ce funeste chiffre a chuté à 3 500 morts par an depuis 2015 et semble avoir atteint aujourd'hui un plancher. En 2015, les infections à bactéries multirésistantes étaient responsables de 5 000 décès. Ce chiffre est malheureusement en constante progression. Bien que les enjeux de la lutte contre l'antibiorésistance soient identifiés par les pouvoirs publics, des moyens à hauteur de ces enjeux devront suivre dans le déploiement des actions des centres régionaux en antibiothérapie. Les prescriptions d'antibiotiques concernent plusieurs domaines et la lutte contre l'antibiorésistance est inscrite dans les plans régionaux de santé environnementale. En santé humaine, 92% des prescriptions antibiotiques sont délivrées en ville. Parmi elles, 15% sont issues d'une prescription hospitalière, notamment les services d'urgence, et 15% proviennent des dentistes. En médecine vétérinaire, d'élevage, une baisse significative des prescriptions des antibiotiques a été constatée en 10 ans, grâce à une action concertée des différents acteurs de l'agroalimentaire. Cette baisse est nuancée car ne correspond pas à l'activité des soins auprès des chiens et des chats. Parmi les spécialités médicales, on remarque une baisse significative de prescriptions antibiotiques en médecine générale sur la dernière décennie, malgré la remontée récente après l'effondrement historique lié à la crise Covid. La part importante en données brutes des prescriptions en médecine générale est en lien avec le nombre important de médecins généralistes en activité par rapport aux autres spécialités, y compris au sein des services d'urgence hospitaliers, les prescriptions étant délivrées en pharmacie d'officine. L'antibiorésistance, c'est un concept qui peut se définir assez simplement. C'est la résistance des bactéries
aux antibiotiques, ce qui signifie qu'on ne peut plus effectivement soigner certaines maladies infectieuses parce que les antibiotiques sont devenus inefficaces. Donc cette antibiorésistance progresse d'année en année, c'est lié à un certain nombre de mécanismes qu'on va voir un petit peu plus loin. Et avant de parler de ces mécanismes, j'aimerais dire un mot des enjeux en question. Donc effectivement, l'antibiorésistance peut être responsable de millions de morts au niveau planétaire et de redevenir la première cause de mortalité devant les cancers, en tout cas une des principales causes de mortalité, notamment on mourra plus de maladies infectieuses que de cancers à l'horizon 2050. Alors notamment dans les pays, les continents tels que l'Afrique et l'Asie, qui seraient le plus touchés. Si on se projette dans les 30 prochaines années, c'est-à-dire autour de 2050, il y aurait, si rien ne change en termes de gestion de l'antibiorésistance, 10 millions de morts par an sur la planète. Ce qui est énorme, vous l'entendrez bien. Alors, bien sûr que les campagnes sont utiles et sensibilisent le grand public, notamment, parce que, effectivement, la demande des patients, la pression des patients qui réclament, qui pensent que les antibiotiques sont un remède miracle, tout cela évolue aujourd'hui plutôt dans le bon sens, mais ça sera long et semé d'embûches encore pendant plusieurs années. Il y a effectivement un travail à faire, notamment dans la formation des médecins, pour que les médecins puissent être bien armés en termes de communication pour pouvoir prendre en charge ces patients. Parce que si au décours d'une consultation, le patient n'est pas satisfait parce qu'il n'a pas eu ce qu'il voulait, et que, inversement, le médecin n'est pas satisfait de l'échange qu'il a eu avec le patient, et qu'il a une certaine frustration à lui avoir prescrit les antibiotiques alors qu'il n'y en avait pas besoin, ces deux situations ne sont pas bonnes. Révèlent qu'il y a quand même autre chose à mettre en œuvre pour que, à la fois le médecin et le patient soient satisfaits sur ce motif de consultation qui devrait normalement ne pas déboucher sur une prescription d'antibiotiques. Je pense là bien sûr à des motifs tout à fait de maladies virales tout à fait bénignes comme une rhinopharyngite ou une bronchite, qui effectivement ne devraient pas déboucher sur une prescription d'antibiotiques. Alors, il me semble important d'aborder les mécanismes de résistance aux antibiotiques pour comprendre à quoi cela correspond afin de mieux comprendre le sens de cette lutte contre l'antibiorésistance. Donc, effectivement, notre corps héberge des milliards de bactéries à l'état, on va dire, physiologique. Et ces bactéries, elles vivent en symbiose avec les organismes vivants, notre corps, pour le coup, et sont 10 fois plus nombreuses que les cellules d'un organisme, d'un corps entier. Donc ces bactéries, effectivement, quand on prend un antibiotique, elles sont détruites, ce qu'on appelle la flore commensale, elles sont détruites par l'antibiotique qui est pris. Alors dans ces bactéries, ces milliards de bactéries qui constituent notre capital, on va dire, il y en a quelques-unes qui sont résistantes, naturellement. Elles n'ont pas attendu l'ère des antibiotiques pour exister, ces bactéries résistantes. Par contre, le fait de prendre un antibiotique et d'en prendre de manière répétée, effectivement là, ça fait émerger les bactéries, uniquement les bactéries résistantes, puisque les bactéries sensibles à l'antibiotique vont être détruites par le traitement en question, le traitement antibiotique. Les bactéries qui resteront à ce moment-là seront des bactéries résistantes, et ainsi de suite. Et au fur et à mesure des prises répétées d'antibiotiques, le corps humain devient une fabrique à bactéries résistantes à lui tout seul. Pour dire un mot sur les mécanismes de résistance aux antibiotiques, la fabrique de résistance aux antibiotiques est liée à des mutations chromosomiques ou à des éléments génétiques extrachromosomiques, comme les plasmides et les transposons. Donc la résistance plasmidique représente 80% des résistances, et elle consiste à la perte ou la diminution de la perméabilité de la membrane bactérienne, ce qui fait que l'antibiotique ne peut pas pénétrer dans la bactérie et la tuer. Il y a aussi ce qu'on appelle des phénomènes d'efflux qui renvoient, une fois l'antibiotique présent dans la bactérie, cet antibiotique est renvoyé à l'extérieur par ce phénomène d'efflux, donc c'est un mécanisme de résistance à lui tout seul. Et également, là aussi un mécanisme très courant, c'est l'inactivation de l'antibiotique par la synthèse d'enzymes comme les bêta-lactamases. Donc il y a une famille d'antibiotiques qui s'appelle les bêta-lactamines qui sont neutralisées par la production de bêta-lactamases qui neutralisent cet antibiotique par certaines bactéries résistantes.
Alors, pour une bactérie, plusieurs mécanismes de résistance peuvent être associés entre eux et concernent aussi parfois plusieurs familles d'antibiotiques, ce qui nous fait parler ainsi de bactéries multirésistantes. Les traitements antibiotiques, depuis leur avènement dans les années 50, ont été victimes de leur succès et leur utilisation a largement dépassé le strict nécessaire. Pour autant, il ne faut pas perdre de vue que l'objectif principal reste de guérir le patient quand l'indication est bien posée. Donc leur utilisation des antibiotiques doit être ajustée dans leur indication et leur durée pour prévenir au maximum l'apparition de résistance. Tout d'abord, la première façon de limiter le nombre de prescriptions d'antibiotiques, c'est de limiter la circulation des infections par la prévention et le contrôle. 3 axes majeurs peuvent être déclinés. Les mesures d'hygiène, qualifiées d'universelles, comme le lavage des mains, qui concerne donc toute la population. Le port du masque, durant la période Covid également, c'était une mesure d'hygiène universelle. Ensuite, nous avons les précautions standards et complémentaires qui vont être plus à destination des professionnels de santé, mais qui concernent tout le monde aussi, mais là plus particulièrement les professionnels de santé. Et puis le troisième axe majeur, c'est la vaccination, qui effectivement permet à l'individu d'acquérir un capital immunitaire suffisant pour neutraliser une infection et ainsi lui éviter de devenir un individu contaminant les autres, malade et contagieux. Donc. Voici sur cette diapo quelques exemples de mesures d'hygiène universelles. Donc j'ai parlé déjà de l'hygiène des mains, à chaque fois qu'on se mouche, avant et après la préparation des repas, en entrant et en sortant d'un moyen de transport. L'hygiène respiratoire, porter un masque en cas de maladie respiratoire infectieuse. Si un individu est porteur de la grippe, d'une bronchite, lorsqu'il est malade, mettre le masque est effectivement fortement conseillé. L'hygiène alimentaire également, il ne faut pas l'oublier. Ne pas laisser traîner un fruit ou un légume coupé. Laver à l'eau froide les légumes et fruits avant leur consommation. L'hygiène des locaux également font partie de ces mesures d'hygiène universelles. Insister sur le nettoyage des points de contact, les poignées de porte, les interrupteurs par exemple. Pour les professionnels de santé, les précautions standards citées auparavant sont effectivement l'hygiène des mains, mais avec effectivement le zéro bijou, zéro vernis, pour éviter de transporter des éléments infectieux dessus. Prendre de la solution hydroalcoolique, le SHA, bien connu avec le Covid, avant contact avec un patient, ensuite après contact avec un patient, les équipements de protection individuelle qui ont été cités tout à l'heure avec les masques également, les gants également si c'est nécessaire. Pour l'hygiène respiratoire, utiliser des mouchoirs à usage unique. Donc tout cela, c'est des précautions qui paraissent évidentes, mais qui sont importantes à rappeler. Ne pas recapuchonner les aiguilles. La prévention des accidents d'exposition au sang font partie de ces mesures élémentaires, ces précautions standards, et la gestion des déchets médicaux également. Bien sûr, dans ces précautions standards auprès des professionnels de santé, on peut rappeler le respect des obligations et des recommandations vaccinales avec la vaccination hépatite B, la grippe, la coqueluche, la rougeole, la varicelle. Et bien sûr, ça fait transition avec le troisième axe majeur pour la prévention des infections, qui est la vaccination. La vaccination est là, qui concerne bien sûr toute la population, et en particulier les populations les plus fragiles. Donc la vaccination contre le pneumocoque peut être citée, et qui est fortement recommandé chez des individus ayant des pathologies type insuffisance cardiaque ou insuffisance respiratoire, des sujets âgés avec plusieurs maladies qui les fragilisent aussi. Donc cette vaccination contre le pneumocoque, elle est recommandée tous les 5 ans. La vaccination contre la grippe est fortement recommandée bien sûr auprès des professionnels de santé, mais également de la population, parce que le constat est clair, la grippe c'est 1 million de consultations par an, 20 000 hospitalisations et 9 000 décès. Actuellement, parmi les décès secondaires à la grippe, un tiers à la moitié sont en lien avec une surinfection bactérienne. Donc vous l'aurez compris, les personnes grippées qui évoluent, et où le médecin a le doute que ça puisse évoluer vers une surinfection, ces personnes-là recevront des traitements antibiotiques. À juste titre d'ailleurs, puisque une pneumonie à pneumocoque se traite par antibiotiques. L'autre stratégie que nous souhaitons développer, parce qu'elle existe déjà fort heureusement, mais nous voudrions la développer de manière plus large, c'est d'aller vers effectivement de la formation aux professionnels pour un meilleur usage des antibiotiques collectivement. Effectivement, on peut décliner cette stratégie en 5 axes.
D'abord, les situations où on peut s'abstenir d'une prescription d'antibiotiques, les situations également où on peut s'adapter, comme on l'a dit tout à l'heure, à une demande inappropriée d'antibiotiques. On a des stratégies adaptatives sur lesquelles on peut travailler. On peut également différer la prescription antibiotique dans un certain nombre de situations, on y reviendra plus tard. On peut ajuster la prescription antibiotique également pour des infections bien identifiées et bien documentées. Et on peut aussi réévaluer cette prescription antibiotique de manière à diminuer la durée du traitement ou désescalader avec un traitement qui pose moins de problèmes en termes de résistance. Alors, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, 2 prescriptions d'antibiotiques sur 3 se font en période d'infections hivernales. Pourtant, ces infections sont pour la plupart du temps des infections d'origine virale et ce pourraient être des prescriptions antibiotiques évitables. Un certain nombre d'infections respiratoires basses ne nécessitent pas de traitement antibiotique. Infections respiratoires basses en dehors des pneumonies, bien évidemment. Ce sont les bronchites aiguës, les rhinopharyngites, la grippe, sans qu'elle se soit compliquée, bien entendu. Et également certaines exacerbations de bronchite chronique qui sont à un stade modéré, qui ne nécessitent pas de prescription antibiotique. Dans certaines infections cutanées également, il n'est pas utile de prescrire des antibiotiques par voie orale. On peut citer l'impétigo sur une forme peu étendue, où il n'est pas nécessaire de prescrire un antibiotique par voie orale. Une folliculite ou des furoncles, en dehors de la face ou de forme sévère, bien entendu. Des plaies traumatiques nettes sans facteur de risque infectieux. Des situations où il n'est pas utile de prescrire des antibiotiques également sont des fièvres isolées, sans qu'on sache d'où vient cette fièvre. Après une piqûre de tique, sans signe clinique en faveur de la maladie de Lyme, ou si on a une bactériurie sans signe fonctionnel urinaire sur une bandelette ou une CVU, ça ne nécessite pas de prescription d'antibiotiques, hormis des situations bien particulières comme la grossesse ou avant une intervention chirurgicale sur les voies urinaires. L'axe le plus intéressant, à mon sens, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est de s'adapter. S'adapter à une situation clinique est essentiel et c'est un volet qui est peu abordé dans les formations habituelles. Réduire notre prescription d'antibiotiques passe par l'identification des situations à risque de prescription inappropriée. L'étude PAIR, menée par des universitaires de médecine générale, dans les années 2000, qui a été reproduite 3 fois, entre 2001 et 2016, fournit des résultats très riches. Elle explore l'adaptation stratégique d'un groupe de médecins généralistes à la non-prescription d'antibiotiques sur des situations inappropriées. Un des résultats principaux de cette étude met en évidence de repérer de façon la plus précoce possible, dans l'échange avec le patient, l'instant où la non-prescription peut poser problème. Ce repérage nous permet la mise en œuvre d'une stratégie adaptative. Face à l'émergence du risque de prescription inappropriée d'antibiotiques, les stratégies qui fonctionnent sont chez le médecin l'intention précoce de ne pas prescrire, d'une part, tout en gardant une position ouverte et négociée avec le patient. L'examen commenté notamment, l'auscultation pulmonaire, affirmer le caractère viral de l'épisode de façon assez brève, expliquer l'action des antibiotiques et leurs effets indésirables potentiels, rappeler sa disponibilité en cas d'aggravation. Ensuite, la prescription différée d'antibiotiques est aussi un moyen de réduire le volume de prescription. Des situations cliniques telles que la sinusite maxillaire chez l'adulte dans sa phase initiale, les situations cliniques comme des prostatites bien tolérées ou des cystites à risque de complications imposant une analyse d'urine peuvent nous permettre, en attendant l'antibiogramme, de différer la prescription d'antibiotiques également. Ajuster la prescription d'antibiotiques est aussi une manière de réduire sa prescription d'antibiotiques. En effet, l'enjeu majeur de l'antibiorésistance nécessite un changement de raisonnement clinique, notamment l'abandon du principe de précaution. Devant toute situation où l'on s'apprête à prescrire un antibiotique, il est légitime de vérifier que l'on est bien dans l'indication qui nous permet d'ajuster nos prescriptions. Quand il s'avère nécessaire, le choix de l'antibiotique dépend de la pathologie ciblée. L'ajustement de la posologie et la durée du traitement est également essentiel. Aujourd'hui, les recommandations vont plutôt dans le sens d'une diminution des durées de traitement. Comment aurait-on pu imaginer traiter une pneumopathie avec 3 jours de traitement il y a seulement 5 ans? Et c'est pourtant les nouvelles recommandations pour un sujet qui s'est amélioré dans les 24-48 heures. Aujourd'hui, dans une telle situation, il est légitime d'arrêter le traitement au bout de 3 jours. Ajuster les traitements antibiotiques, c'est aussi garder en tête que certaines classes d'antibiotiques sont dites critiques
et à haut risque d'antibiorésistance. Je citerai l'amoxicilline acide clavulanique, l'équinolone, l'EC3G et le tout dernier, l'azithromycine. Il est important pour ces antibiotiques critiques de réserver leur prescription aux strictes indications. Pour l'amox acide clavulanique, les seules indications sont l'apnéopathie du sujet âgé avec comorbidité, l'otite chez le nourrisson de moins de 6 mois uniquement si est associée une conjonctivite, la sinusite frontale ou sphénoïdale, l'ethmoïdite, les morsures d'animaux, les plaies souillées. Au vu du volume de prescription de cette molécule, cette association de molécules, il est clair qu'il est prescrit bien au-delà de ces indications. Ensuite, la famille des quinolones, effectivement, pose de gros soucis d'antibiorésistance et devrait être réservée aux pyélonéphrite simples et aux prostatites. Dans quelques infections respiratoires, en cas d'allergie aux bêta-lactamines, cette famille pourrait être proposée. Autre point très important, il est formellement recommandé de ne pas prescrire de quinolone si il a existé une prescription antérieure de moins de 6 mois. Cette recommandation fait suite au risque d'émergence de mutants résistants beaucoup plus importante avec cette famille d'antibiotiques. Le plus simple pour nous, prescripteurs, aujourd'hui, est de prescrire avec un outil d'aide à la prescription adapté aux soins de premier recours. Et là, nous avons la chance d'avoir l'outil Antibio-Clic qui nous permet de toujours prescrire, quand on a besoin d'un traitement antibiotique, à la bonne posologie, à la bonne durée également. Je rajouterai également qu'aujourd'hui, Antibio-Clic est devenu, pour le CRATB Occitanie, un partenaire majeur dans la lutte contre l'antibiorésistance. Ce partenariat s'illustre par la signature d'une convention tripartite entre le CRATB Occitanie, Antibio-Clic et les URPS médecins et pharmaciens. Réduire sa prescription d'antibiotiques, c'est aussi savoir la réévaluer. Tout traitement antibiotique devrait être réévalué théoriquement dans les 48 à 72 heures. Le patient doit être informé, dans tous les cas, de la nécessité d'une nouvelle consultation s'il n'y a pas d'évolution particulière de son côté. Il est évidemment inutile de poursuivre un antibiotique inefficace. Réévaluer un traitement antibiotique, c'est aussi l'occasion d'interrompre un traitement prescrit à tort. Dans ce cas, il est parfaitement admis et recommandé aujourd'hui d'arrêter ce traitement. Vous l'aurez compris, la lutte contre l'antibiorésistance est un enjeu majeur. Nous avons tous un rôle à jouer, quelle que soit notre place dans le système de santé. Il est difficile de changer les comportements et ce n'est qu'un engagement militant, pugnace et collectif d'un grand nombre d'entre nous qui nous permettront de gagner la partie. Je vous remercie pour votre attention.